Un plan contre le racisme en France. Le Premier ministre est allé à Créteil, en banlieue parisienne, ce vendredi pour l'annoncer. Une campagne de communication, d'éducation et de répression judiciaire dans ce plan. Un programme houleux, un débat houleux en Grande-Bretagne. À 3 semaines des législatives, les principaux représentants de l'opposition se sont affrontés sur la BBC. Le Premier ministre David Cameron n'était pas présent. Et puis une nouvelle bande-annonce pour le prochain épisode de Star Wars. Le film épisode 7 sort en décembre, mais les quelques secondes révélées aujourd'hui déclenchent déjà l'hystérie des fans. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 24. Le Premier ministre français a donc annoncé en fin de matinée un plan de lutte contre le racisme doté d'un budget de 100 millions d'euros sur 3 ans. Manuel Valls est allé à Créteil pour faire cette annonce, là où un couple juif avait été victime d'une agression antisémite en fin d'année dernière. Karim Akiki a assisté à ce discours, il vous détaille ce plan. Le plan du gouvernement s'articule autour de 3 volets principaux. D'abord, le volet pédagogique. Le gouvernement veut mettre l'accent sur la jeunesse, notamment la formation pédagogique des enseignants, mais aussi du personnel pédagogique dans les lycées et les collèges. Manuel Valls était ce matin dans un collège ici à Créteil, où il a insisté sur la mémoire. Les élèves doivent se déplacer beaucoup plus dans les lieux de mémoire. Deuxième volet important, c'est le volet juridique, avec la pénalisation du délit de racisme et d'antisémitisme. Manuel Valls a annoncé également la création d'une unité de police qui aura la possibilité d'enquêter. Ce n'était pas le cas jusque-là, pour aller traquer justement les messages, notamment racistes et antisémites sur Internet. François Hollande a déclaré que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme était une cause nationale. Et enfin, le dernier volet, c'est le volet de la société civile. Donc, c'est une cause nationale annoncée par François Hollande en mars dernier. Il a également demandé aux entreprises de participer à cet effort national, notamment en finançant directement des campagnes sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Internet, des campagnes de prévention et de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Un désastre industriel pour l'EPR, le réacteur nucléaire français de 3e génération. Le chantier a déjà pris 5 ans de retard et une anomalie très sérieuse a été découverte par l'autorité de sûreté du nucléaire dans le fond de la cuve du réacteur. Les détails en images avec nos confrères de France 2. Voici la cuve de l'EPR. Son couvercle et son socle présentent de très sérieuses anomalies selon l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Cette cuve qui contiendra le réacteur ne serait pas assez solide. Les tests montrent que l'alliage d'acier au sommet de la cuve et à sa base ne serait pas assez résistant. Si le réacteur chauffe trop, sa cuve pourrait se fissurer et entraîner des fuites radioactives gravissimes. L'autorité de sûreté veut en savoir plus avant d'autoriser ou de refuser la mise en service de la cuve. Tout l'enjeu est de savoir si en situation accidentelle, elle serait en mesure d'assurer son rôle. C'est tout l'enjeu des analyses qui doivent être maintenant menées sur les mois à venir. Les analyses n'ont pas été menées et je ne préjuge d'aucune manière de la conclusion que nous en tirerons. Ça peut être oui, avec éventuellement des conditions, mais ça peut être également non. Cette cuve n'est pas apte au service. EDF et Areva, les constructeurs de la centrale, refusent de s'exprimer autrement que par ce communiqué. Les équipes d'EDF et d'Areva sont mobilisées pour réaliser au plus tôt les essais complémentaires et apporter à l'autorité toutes les informations. Pour l'ASN, si à la fin de l'année la fragilité de la cuve est avérée, il faudra la remplacer. Problème, cette cuve est déjà installée dans son puits en béton et de très nombreux circuits y ont été soudés. La cuve, elle est enclavée dans un espace bétonné et puis avec des structures autour, et il faudrait clairement casser, démolir des choses qui sont autour pour ressortir la cuve et imaginer en mettre une autre. Ce qui donc nous amènerait à des conséquences énormes, et extrêmement difficiles à imaginer. Donc pour nous, l'EPR est mort. Fabriquer une nouvelle cuve prendrait au minimum 3 ans. Le chantier a déjà coûté 3 fois plus cher que prévu. La Grande-Bretagne est à 3 semaines de ces législatives et les dirigeants des partis d'opposition ont participé à un débat télévisé houleux. Le seul point d'accord entre eux, ils n'ont pas apprécié l'absence du Premier ministre David Cameron. Notre correspondante Bénédicte Pavio vous résume cette soirée. Un débat parfois houleux et plutôt des duels. Alors, il y avait 5 partis d'opposition, 5 leaders d'opposition, et notamment 3 femmes parmi elles. C'est sans précédent dans le paysage politique britannique, donc déjà très différent et sans précédent. Effectivement, un grand absent, une stratégie voulue par les conseillers de David Cameron. Donc David Cameron, le Premier ministre, le chef des conservateurs, absent, et également absent, aussi voulu par la stratégie des conservateurs
conservateur, c'était le vice-premier ministre, le leader des libéraux-démocrates, Nick Clegg. Est-ce que cette stratégie sera payante? Ce n'est pas certain. En tout cas, les duels auxquels nous avons assisté, c'était notamment entre Ed Miliband et la chef du parti nationaliste SNP, Nicola Sturgeon, qui lui a à maintes reprises à Ed Miliband proposé une alliance progressive, a-t-elle dit, notamment avec le parti gallois et aussi avec les Verts, les écologistes de Nathalie Bennett. Non, a-t-il dit à Nicola Sturgeon, pas question. Mais il faudra voir le résultat. S'il n'obtient pas de majorité au matin du 8 mai, on verra si, pas de coalition peut-être, mais s'il a besoin de ces faiseurs de roi et des petits partis, notamment le Parti national écossais, qui semble, selon les sondages, être vraiment près de causer un séisme politique au Royaume-Uni et en Écosse particulièrement, et de coûter énormément de sièges au Parti travailliste. Une cérémonie s'est tenue tout à l'heure en Allemagne en mémoire des victimes du crash du vol de la Germanwings. 1400 personnes étaient rassemblées dans la cathédrale de Cologne, dont la chancelière Angela Merkel et le président Joachim Gauck. Le résumé de cette cérémonie avec Axel Simon. 150 cierges blancs pour les 150 victimes. Les passagers, les membres d'équipage et Andreas Lubitz, le copilote qui a précipité l'Airbus sur les montagnes. Dans la cathédrale de Cologne, 1400 personnes, dont 500 proches de disparus. Au premier rang, la chancelière et le président allemand. Nous sommes encore tous sous le choc inouï de ce qui est arrivé le 24 mars. Non loin, les dirigeants de Germanwings et Lufthansa. La cérémonie est œcuménique pour que cet hommage s'adresse à tous. À l'extérieur de la cathédrale, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour se recueillir, elles aussi. C'est bien de voir que les familles sont soutenues par beaucoup de monde. C'est un jour très important, surtout pour les proches des victimes. Les membres de la chorale d'Alterne ont assisté à la cérémonie. 16 adolescents du lycée de cette petite ville à une centaine de kilomètres de Cologne se trouvaient à bord de l'avion. L'ancien vice-président de Saddam Hussein, Ezzat al-Douri, est-il mort? Le gouverneur de la région de Salah-Eddin l'affirme en tout cas. Des tests ADN sont en cours, des tests dont nous n'avons pas encore le résultat. Ces tests affirment que l'homme devenu entre-temps l'un des cerveaux de l'État islamique aurait été tué dans un raid de l'armée irakienne. Le parti Baas, le parti de Saddam Hussein, de son côté, dément la mort d'Ezzat al-Douri. Le Cambodge a commémoré ce vendredi le 40e anniversaire de la prise de pouvoir des Khmers rouges devant plusieurs centaines de personnes. Le chef de l'opposition, Sam Rainsy, a tenu à cette occasion un discours dans lequel il réclame justice pour toutes les victimes. En 4 ans d'une dictature sanglante, 2 millions de personnes ont perdu la vie dans des camps et des centres de torture. Cohen Pass, lui, a survécu et il est avec nous en plateau. Merci d'être avec nous. Merci de nous faire l'honneur d'être venu jusqu'à nous. Oui. Vous avez tiré de votre expérience un livre que vous avez amené avec vous. Oui. Rescapé, malgré moi, il m'a sauvé du génocide cambodgien. Oui, c'est ça. Rescapé malgré moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, c'est bon, je me débrouille de mon côté, voilà. Mais normalement, c'est pas moi qui gère mon destin, voilà. Dans les difficultés, dans tout ça, j'essaye de me débrouiller et continuer, voilà. Et surtout, c'est parce que nous, notre bouddhisme, c'est-à-dire le secours en vous, voilà. Et comme ça, bon, quand on a des difficultés, j'essaye de continuer à vivre comme ça, jour après jour. Je ne savais pas qu'est-ce que l'avenir m'attend, voilà. Comment vous avez pris la décision? Vous avez été déporté dans les campagnes, comme des millions de Cambodgiens. Et quand est-ce que vous avez pris la décision de fuir ces camps de travaux forcés agricoles? Parce que on a vu des contingents avant nous, voilà. Et quand notre contingent arrive, il y a notre liste, voilà, pour déporter. Et en ce moment-là, pour nous, c'est clair parce que depuis 2 ans et demi, on voit nos amis qui ont disparu, il n'y a pas de camp de délégation, on n'a jamais de retour, et on a entendu des gens qui disent des exécutions, on a vu les charniers, on a vu, voilà, tout ça. Donc vous saviez que la mort était au bout du chemin si vous ne partiez pas? Mon ami qui est secrétaire, lui, il était en ancien peuple, il n'est pas Khmer Rouge, mais comme il sait écrire, il est secrétaire du Khmer Rouge, voilà. Et lui, il créait l'amitié avec nous.
Et il observe de voir, et un jour, quand il voit que c'est clair, ils ont écouté, ils ont entendu, les milices sont de retour, ils ont raconté comment ils étudiaient les gens, tout ça. La nuit, parce que normalement, nous devrons nous transférer le 14 août. Mais comme il y a encore mon nom, les amis ne sont pas encore ensemble, on reportait au 15. Et c'est comme ça, cette nuit-là, à minuit, mon ami il est venu nous raconter. Il ose sa vie pour venir pour dire que c'est clair, c'est la mort. Si c'est lui, il doit s'enfuir, mais on ne peut plus maintenant parce que les milices, ils sont partout. Maintenant, ils sont tous surveillés. Et vous avez fui ensemble? Et on a passé la nuit, le lendemain, ils nous ont compté pour travailler, ils veulent passer encore la nuit après, et à midi, parce qu'on mange à la cantine, et les milices sont allés à la cantine, et en ce moment-là, avec mes deux amis, quelques fractions de secondes, on dit, on y va. Sinon, et on a décidé de quitter à midi, comme ça. Une décision qui a évidemment transformé toute votre vie. On avait discuté avant, mais normalement, on sait que c'est la mort. Mais en nous, on dit quand même, essayer de tenter quand même, oui, d'aller mourir quelque part, ou ne laisser pas lier les bras, les coudes, taper par un bâton. Moi, j'ai décidé d'aller mourir, courir ou tué par un coup de... Tenter quand même la chance d'être tué par un une balle, ou soit oui, comme ça, ou si on reste vivant, on essaie de continuer. Oui, là. Mais mon espoir était 1%. Quand Sam Rainsy dit aujourd'hui devant ce mausolée, il faut la justice pour toutes les victimes, est-ce que c'est encore possible d'obtenir la justice? C'est très compliqué, très compliqué, parce que maintenant, il y a le tribunal international, tout ça, on prend des millions, et ça semble que c'est très compliqué. Parce que Pol Pot et Hun Sen et beaucoup qui travaillent aujourd'hui sont des gens qui font partie aussi de Pol Pot. Voilà. C'était comme ça. Il ne sait pas comment on va faire une justice à part. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de relations... entre le pouvoir actuel et le pouvoir d'alors, des Khmers rouges. Oui, dans le passé, parce que Hun Sen était aussi Khmer rouge avec Pol Pot, et il y a aussi beaucoup qui restent vivants aujourd'hui, dans le Phnom Penh aujourd'hui, ils étaient des Khmer rouges. Voilà. C'est possible pour vous de tourner cette page pour le Cambodge et d'aller de l'avant, justement, sans cette justice, et en gardant comme ça un personnel politique Oui, moi, c'était dans la prison en Thaïlande que j'ai pu pardonner aux Khmer rouges. Voilà. Il y a une nuit, il y a une voix qui me disait il faut pardonner aux Khmer rouges. Et là, j'ai fait une démarche de demander pardon. Une voix que j'ai entendue déjà 4 fois avant. Et cette nuit-là, quand j'ai entendu que je suis vivant, et cette voix-là me disait il faut que tu pardonnes aux Khmer rouges. J'ai dit mais c'est trop, parce que la moitié de la population, ce n'est pas moi tout seul. Et donne-moi la force de le pardonner. Et petit à petit, j'ai pu tout décharger de fardeau, et j'ai plus la haine avec les Khmer rouges. J'ai vu Pol Pot à la télé, tout ça, j'ai pitié des Khmer rouges. Oui, là. Pour moi, c'était le pardon. C'était la page tourne, on ne peut pas retourner en arrière. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que une partie de la grande population est déjà décédée, on ne peut pas retourner en arrière. Oui. Il faut aller de l'avant. Ceux qui sont encore survivants, aujourd'hui, d'essayer d'améliorer la situation au Cambodge, de vivre assez juste. Vous êtes résigné quelque part à l'idée de ne pas obtenir justice? Je ne sais pas. Ça, c'est vrai que c'est bien quand même de faire la justice, hein, quand même. Mais pour moi, je ne sais pas, parce que c'est assez compliqué de voir tous les procès depuis des mois et des mois. Et ça va pas très avancer, sauf que le Duc là, qui a répondu beaucoup de choses. Et les autres dirigeants Khmer rouges, jusqu'à il est mort, comme Ieng Sary, comme tout ça, très peu qui ont raconté ou qui ont avoué ce temps qu'ils ont fait du mal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau pour nous raconter votre expérience. Rescapé malgré moi, c'est votre ouvrage qui raconte donc votre expérience du génocide Khmer rouge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Sans transition, Star Wars est la série de films la plus marketée de tous les temps. Pour le 7e opus qui sortira en décembre, les studios ont révélé une 2e bande-annonce. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les fans. La force se réveille.
Walt Disney vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du prochain épisode de la Guerre des Étoiles. Ces quelques images laissent entrevoir des combats de vaisseaux dans la droite ligne des films précédents, servis par une réalisation de J.J. Abrams. Dans cette convention de fans à Los Angeles, au milieu des répliques de sabres laser et des costumes de Stormtroopers, le nouvel opus est attendu avec impatience. Je pense que de temps en temps, il faut du sang neuf dans une série. Et J.J. Abrams va la revitaliser. L'engouement des fans promet le succès au prochain épisode, qui a misé sur des effets spéciaux toujours plus impressionnants et de nouveaux personnages à découvrir. Mais pour ne pas briser les liens affectifs du public avec la saga, certaines choses promettent de ne pas changer. Cette édition, reste avec nous sur France 24.